Bonjour et bienvenue dans 3 questions sur la délégation de pouvoir et la responsabilité du dirigeant. Alors, la délégation de pouvoir est parfois indispensable au bon fonctionnement d'une société ou d'un groupe, tant les attributions des dirigeants peuvent être vastes. Cet outil doit néanmoins être utilisé avec précaution et en respectant un certain nombre de conditions sur lesquelles vous nous avez interrogés. Tout d'abord, il faut vérifier qu'il est bien question d'une véritable délégation de pouvoir et pas d'une simple délégation de signature permettant à une personne désignée de signer plusieurs actes pour le compte du dirigeant. Cette dernière, qui a un objet et une durée plus restreints, n'obéit pas aux mêmes conditions de validité que la délégation de pouvoir. S'il s'agit bien d'une délégation de pouvoir, il faut ensuite vérifier ce que prévoient les statuts en la matière. Ils peuvent en effet l'interdire, l'encadrer, par exemple dans son objet ou dans sa durée, ou encore la soumettre à une autorisation préalable des associés. Rappelons à cet égard que seul le titulaire des pouvoirs peut les déléguer, l'Assemblée ne peut donc pas à elle seule décider de le faire à sa place. Ensuite, pour que la délégation de pouvoir soit efficace, plusieurs conditions doivent être réunies. Elle doit tout d'abord être limitée, dans le sens où elle ne doit pas avoir pour effet de capter ou de neutraliser les pouvoirs du dirigeant. Notons que la délégation des mêmes pouvoirs à plusieurs personnes n'est pas admise. Elle doit être également précise, complète, dénuée d'ambiguïté. Toutes les missions confiées doivent être clairement définies. Elle doit revêtir un caractère permanent, elle n'est donc par exemple pas consentie pour une seule journée. Elle doit être acceptée par le délégataire par écrit ou oralement. Notons que même si cette acceptation et la délégation n'ont pas forcément besoin d'être écrits, une formalisation est recommandée. Ce délégataire doit être une personne placée sous l'autorité du dirigeant qui délègue ses pouvoirs. Il s'agit donc en principe d'un salarié de la société qu'il dirige, bien que la jurisprudence admette des exceptions dans le cadre des groupes, des sociétés. Mais là, j'empiète déjà sur la deuxième question. Comme nous venons de le voir, la jurisprudence admet la validité des délégations consenties entre des personnes appartenant à un même groupe. Ainsi, une délégation en matière d'hygiène et de sécurité, consentie par le dirigeant d'une société dominante à un salarié d'une filiale placée sous son autorité, a été considérée comme valable et a donc entraîné l'exonération du dirigeant dans ce domaine. Pour que la validité soit reconnue, outre les conditions générales déjà exposées, le délégataire doit remplir 3 conditions particulières pour mener à bien donc, cette mission qui lui est confiée. Il doit ainsi disposer d'une part de compétences, donc de connaissances techniques suffisantes, de l'autorité qui suppose un degré d'autonomie et le pouvoir de donner des ordres et de les faire respecter, enfin des moyens nécessaires, matériels et financiers, pour ce faire. Pour répondre à cette question, je prendrai l'exemple d'un gérant de SARL. En principe, celui-ci est responsable des infractions commises dans le cadre de l'activité de l'entreprise, même s'il n'a pas participé personnellement à leur réalisation. Toutefois, ce gérant peut échapper aux poursuites pénales s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un salarié, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Mais attention, la délégation ne peut être envisagée comme une simple délégation de responsabilité. Elle doit être justifiée au regard de la situation du dirigeant, de l'étendue des fonctions qui lui incombent, et notamment de la taille de la société. C'est pourquoi une telle délégation n'est pas, par exemple, pas concevable dans les sociétés de petite dimension, c'est-à-dire sans hiérarchie ou avec très peu de salariés, car dans ce type de société, le dirigeant détient les pouvoirs et conserve donc la responsabilité qui en découle. De plus, le dirigeant qui a personnellement pris part à la réalisation de l'infraction ne peut pas échapper aux poursuites pénales. Enfin, la délégation de pouvoir ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité personnelle pour les infractions prévues par le Code de commerce, comme par exemple un abus de bien social. Notre 3 questions sur s'arrête ici. Pour plus de précision, vous pouvez consulter nos ouvrages en ligne, le mémento de la SARL et de l'EURL, ainsi que le mémento de la SAS et de la SASU, des exclusivités web. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!